soir pour saluer, de remercier Ariane Group de m'accueillir ici. Si j'en bouge après, de m'accueillir ici. Moi, je viens en tant que collègue, un petit peu, quelque part, parce que si moi je vais dans l'espace, c'est parce que la France a un programme spatial. Si la France a un programme spatial, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont décidé, mais aussi parce qu'il y a des gens qui le mettent en œuvre. Et le spatial, c'est quand même un petit peu une grande famille. On n'est pas si nombreux que ça. En France, on se connaît tous plus ou moins. Et la preuve, c'est que l'autre raison pour laquelle je suis ici, c'est par amitié pour Stéphane. On a étudié ensemble. Donc, vous voyez, il y a des gens qui sont copains de classe et qui se retrouvent beaucoup plus tard dans des circonstances différentes. Donc c'est assez marrant. Voilà, donc je suis là parce qu'on est amis et puis je suis là pour vous rencontrer. Effectivement, on a prévu de répondre à des questions. Parce que je pense que c'est plus sympa, je ne vais pas vous faire des longs discours ou raconter des trucs, endormir tout le monde. Je pense que ce qui est plus sympa, c'est peut-être de dialoguer un petit peu. Donc si vous avez des questions, moi je suis là pour y répondre. Il n'y a pas de mauvaises questions. Et puis la plus dure, c'est toujours la première. Alors qui pose la première question? Il y a des courageux là, il y a des courageux. C'était la nourriture principale qu'on mange à l'espace. Je sais que tout est séché. Non, pas séché. Alors, ouais, c'est pas tout à fait vrai, tu sais. Tout n'est pas séché, les gens imaginent la nourriture lyophilisée, mais c'est pas vrai. En fait, tu sais, on mange de la nourriture beaucoup aussi en boîte. Ce qu'il faut juste, c'est qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Si tu as de la nourriture qui est trop liquide, tu sais, quand tu ouvres la boîte, ça part comme ça, c'est comme la boule de whisky du capitaine Haddock dans Tintin. Et puis, côté russe, sur la station spatiale, sur le plafond, au-dessus de la table, il y a des grosses taches. Parce qu'en fait, il y a des choses qui partent comme ça vers le haut, qui font des taches au plafond. C'est pas génial, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention, par exemple, si tu as du riz, des plats à base de riz, tu es obligé d'avoir de la sauce, parce que sinon, tu imagines, les grains de riz, ça se balade n'importe où dans la station spatiale, ça va se mettre dans la ventilation, c'est pas génial. Donc il y a des critères à observer, mais on n'est pas obligé d'avoir de la nourriture lyophilisée, on en a, mais pas que. On a aussi des choses en bois, et parfois, quand on a un véhicule de ravitaillement qui vient d'arriver, à l'intérieur, il y a même de la nourriture fraîche. Il y a des oranges, il y a des pommes, il y a des oignons, parfois, des choses comme ça. Et une fois, même, on a eu de la glace. Il y a des réfrigérateurs, des congélateurs, dans les véhicules de ravitaillement, pour des expériences scientifiques. Et les gars étaient super sympas dedans, ils nous avaient mis de la glace. Donc une fois, on a eu de la glace dans la pas tout le monde. Je ne sais pas qui choisit, c'est toi Stéphane qui fait le monsieur loyal. Voilà. C'était pas trop compliqué de quitter toute sa famille pour 6 mois dans l'espace? Ça dépend si ta famille elle est sympa ou pas en fait. Mais non, tu sais, c'est difficile, c'est un long voyage. Hein. Puis en plus, tu risques un peu ta vie quand même. Les gens oublient, ils pensent que c'est juste comme si on partait en vacances. Mais non, il y a quand même un moment où tu risques un peu ta vie. Donc les gens ils s'inquiètent pour toi, ils ont peur, c'est un peu compliqué. Et puis après, t'es loin. La chance qu'on a à bord de la station spatiale, tu sais maintenant, c'est qu'on a le téléphone, on peut appeler quasiment n'importe quel numéro, n'importe quand. Donc on compose sur l'ordinateur, tu sais, on met un petit casque, hop, on compose son numéro et on peut appeler n'importe qui. Donc moi, je vais appeler ma famille, mes amis, je souhaitais les anniversaires aux gens. Et d'ailleurs, parfois, c'est un peu compliqué parce que comme le numéro qui s'affichait, il était un peu bizarre, quand on appelle de la station spatiale, les gens, ils décrochaient jamais. Donc j'étais obligé de dire, je devais envoyer des mails à mes copains pour leur dire, ce serait bien que tu décroches ton téléphone parce que ça fait 5 fois que j'essaie de t'appeler de la station spatiale. J'ai même fait des appels, des fois je me suis trompé de numéro, je suis tombé sur des gens qui bonjour, je pourrais parler à un tel, des gens très désagréables qui m'ont raccroché au nez. Et tu vois, ils n'ont jamais su qu'ils ont eu un coup de fil depuis la station spatiale. Avez-vous eu peur dans la navette spatiale? Alors, ouais, j'ai eu peur. Alors, c'est pas une navette spatiale maintenant qu'on a. Tu sais, on a la station spatiale qui est un gros bateau. La navette, tu vois, ça ressemblait à un avion. Tu vois, comment ça décolle verticalement et puis ça se repose comme un avion. Ça, on l'a plus, malheureusement. On a décidé d'arrêter de s'en occuper parce que ça coûtait un peu cher. Maintenant, on a la station spatiale. La station spatiale, c'est un truc qui reste en l'air. Ça ne vient jamais se poser. C'est comme un gros bateau qui reste en permanence, qui tourne autour de la Terre, comme ça, on peut la voir le soir. Et nous, on l'a rejoint avec un petit véhicule qui est un vaisseau spatial, une capsule, qui s'appelle Soyuz. Donc, qu'est-ce que j'ai eu peur? Ouais, j'ai eu peur. Ça fait peur, hein, tu sais, d'aller dans l'espace. La peur, c'est carrément normal. Hein. La peur, c'est la réaction de ton corps, de ton cerveau face à des choses que tu ne connais pas, pour te protéger. C'est hyper normal d'avoir peur. D'être courageux, c'est quand tu as peur et quand tu y vas quand même. Tu as peur d'un truc, mais tu le fais quand même. Ça, c'est le courage. Si tu n'as pas peur, c'est juste qu'il te manque une case dans ton cerveau. Et quand tu décolles vers la station spatiale, c'est super impressionnant.
super impressionnant, ça vide de partout, tu es attaché sur une espèce de gros missile, hein, c'est pas aux gens d'ici que je vais apprendre ce que ça fait de balancer des choses dans l'espace. Et donc ça fait peur, et quand tu redescends ça fait peur, mais c'est normal, tu t'es entraîné, la façon de maîtriser sa peur, ses craintes, c'est de répéter, c'est de se préparer. Tu te mets dans une situation que tu connais, comme quand tu répètes tes gammes au piano, après tu fais un concert de piano devant tout le monde, t'as pas peur parce que tu sais tout faire par cœur. Nous on se met au simulateur, on répète nos gammes, et puis le jour J on a moins peur. Du programme. Vas-y, je t'écoute. Alors, J'ai oublié ta question. Est-ce que vous dormez bien? Dans l'espace? Ouais, dans l'espace. Alors tu sais, dans l'espace, Jérémy, c'est comment on je dort crois dans tout de l'espace, suite, t'as déjà vu un peu? la qualité, c'est pas la meilleure. On est accroché dans un duvet, tu sais, on flotte tout le temps. Je te fais un zoom. On flotte tout le temps. Donc pour dormir, si tu t'endors comme ça, eh ben, tu vas dériver dans la station spatiale, tu vas flipper, c'est pas génial. Donc on a une petite chambre qui se ferme et on a un espèce de duvet qu'on accroche au mur. Et en fait, on dort dedans, tu fermes ton duvet et tu es accroché au mur, tu dors comme ça, et tu as la tête qui flotte. Il y a beaucoup de gens qui dorment mal, en fait, parce que tu sais, depuis que tu es tout petit, tu as l'habitude de dormir, avoir la tête qui repose sur ton lit, avoir le corps qui repose sur ton lit, tu as cette sensation-là de te laisser aller et tu t'endors. Et bien dans la station spatiale, tu l'as pas. Donc les gens sont super tendus, en fait, et ils dorment très mal. Moi, j'avais de la chance, je dormais toujours bien. Et moi, je dors toujours bien, en fait. C'est une des rares choses que je fais vraiment bien. C'est de dormir. Et du coup, je dormais bien. Je dormais à peu près 7 heures. Enfin, je me couchais à minuit, je me levais à 7 heures du matin, à peu près tous les jours. C'est pas mal. Je dormais peut-être plus dans la station spatiale que sur Terre. Comment était la sensation quand vous étiez Quand on est retourné sur Terre, quand c'est posé. Ouais, la sensation, tu sais, elle est difficile pour plein de raisons parce que pendant 6 mois, tu n'as pas senti ton poids. Alors ça veut dire que tu voles, mais ça veut dire que tout est plus facile. Tu vois, là, sur Terre, si tu veux lever ton bras, il faut que tu te battes contre le poids de ton bras. Alors ça, tu le sens pas parce que tu es habitué. C'est Dans pas la le station poids, c'est la spatiale, masse. hyper facile, tout flotte, on peut lever des charges hyper lourdes, juste comme ça, hyper facilement. Et tu t'habitues à ça. Et tu perds aussi un peu des muscles. Et tu perds un peu de la masse osseuse. Quand tu reviens sur Terre, tu retrouves le poids de tout. Et c'est hyper difficile. Au début, moi, quand je levais mes bras, j'avais l'impression de tirer sur des énormes élastiques. En fait, c'était juste le poids. Mais la gravité, c'est ça. C'est une force qui t'attire vers le bas, qui fait que tu restes collé au sol. Et c'est comme un gros élastique qui te ramène en permanence. Donc ça, c'était difficile. J'avais perdu aussi le sens de l'équilibre. Parce que pour s'adapter à la vie dans la station spatiale, le système d'équilibre s'adapte. Tu sais, sinon, tu as un peu le mal de mer comme sur un bateau. Toi derrière, je Ton cerveau, il s'adapte, il débranche un peu certains signaux de ton oreille interne, il refait un peu sa chimie. Et par contre, quand tu reviens sur Terre, tu n'es plus adapté. Donc, tu bouges un peu trop, tu as l'impression que la pièce fait des tourbillons, tu t'évanouis, tu as des vertiges, etc. Donc, c'est pas génial au début. Et ça prend quelques jours pour se réhabituer. Ça fait mal. Par contre, le retour sur Terre en lui-même, la descente en Soyouz, ça, c'est comme un énorme tour de manège. T'as vraiment plein de sensations, ça part dans tous les sens, tu te transformes en boule de feu pour le freinage atmosphérique. Ah ouais, parce qu'on freine avec la capsule, on va à 28 000 km/h. Donc pour arriver jusqu'au sol, il faut freiner. La manière dont on freine, c'est qu'on descend l'orbite, on va frotter sur l'atmosphère, on arrive tellement vite que le frottement sur l'atmosphère, c'est quand tu frottes tes mains, ça fait de la chaleur comme ça. Nous, on va tellement vite qu'en frottant dans l'air, ça nous crée énormément de chaleur. Et que la capsule, c'est comme si elle prenait feu. On s'est monté dans une boule de feu, ça fait comme une étoile filante. Tu descends, ensuite tu ouvres un parachute, tu descends en parachute, ensuite tu te poses dans la steppe du Kazakhstan. Donc c'est des sensations, hein, c'est super, c'est comme un gros tour de manège. C'est quoi que vous avez préféré? Que j'ai préféré dans ma mission, écoute, le moment le mieux, je crois, c'est quand je suis entré dans la station spatiale au début la première fois. Parce que c'est tellement de boulot, tu vois, c'est tellement d'investissement, c'est des sacrifices, c'est plein de choses, et puis c'était mon rêve de gamin. Et puis tout d'un coup, et puis il y a tellement de choses qui peuvent se passer pour empêcher ça. Si tu peux avoir des problèmes techniques, tu peux avoir des problèmes de santé, il peut se passer plein de trucs. Jusqu'au dernier moment, moi j'y croyais pas en fait. Même jusqu'au lancement, je me suis dit, il va se casser un truc, puis non, finalement on a lancé, il va se passer un truc, on ne va pas arriver jusqu'à la station, puis non, on y est arrivé. Et du coup, quand je suis rentré, c'était tellement chouette. Tu vois, quand tu bosses très très fort sur quelque chose,
tu travailles énormément, que c'est ton rêve et que tu fais tout pour ça, quand ce truc-là marche, il n'y a pas de meilleure sensation dans le monde, je pense. Donc, surtout au tout début de la mission, j'ai un grand sourire sur le visage tout le temps, sur toutes les photos, parce que j'étais hyper heureux d'arriver dans la station. Et t'as eu peur quand t'as décollé et que t'es rentré dans l'espace? Ouais, j'ai eu peur, ouais. J'ai eu peur parce que le décollage, c'est super impressionnant. Le décollage, c'est impressionnant. Tu sais, c'est peut-être plus impressionnant pour les gens qui sont dehors, en fait. Les gens qui sont dedans, toi, tu es dans ta fusée, dans ton espèce de missile, là, tu es accroché de partout, tu as l'impression que tu as ligoté. Les gens sont partis, ils se sont laissés là, tu sais. Et puis, bon, bah, tu décolles, ça vibre, tu es écrasé, tu suis la trajectoire sur tes panneaux de contrôle. Mais de l'extérieur, c'est encore pire, parce que de l'extérieur, tu vois vraiment la fusée qui crache des flammes, qui se catapulte comme ça dans l'atmosphère. De nuit, c'est hyper impressionnant parce que les flammes de la fusée, ça éclaire comme en plein jour, un bruit qui déchire l'atmosphère, tu peux plus te parler, c'est hyper impressionnant. Quand tu vois un décollage de fusée, en vrai, le voir à la télé, c'est quelque chose, mais le voir en vrai, c'est 100 fois plus impressionnant. Tu te dis, comment c'est possible que les gens puissent survivre au milieu de tout ça. Mais bon, à l'intérieur, ouais, c'est impressionnant aussi, mais un peu moins. Ah, faut être prêt, hein. Attention, quand c'est le tour, faut y aller. C'était laquelle l'épreuve d'entraînement la plus dure? L'épreuve d'entraînement la plus dure, tu sais, c'est pas ce que les gens pensent. Le plus difficile, moi je pense, dans l'entraînement, c'était d'apprendre à parler russe. Parce que, non mais c'est vrai, parce que le Soyouz, donc le Soyouz qui est notre capsule de vaisseau spatial qui nous emmène jusqu'à la station, il est tout en russe. Tout est écrit en russe, t'as notre contrôle en russe, la documentation en russe, on parle en russe à la radio avec le centre de contrôle qui annonce tout. Donc, bah, tu es obligé de savoir bien parler russe. Tu vas être le pilote de tout ça. Donc, il a fallu commencer de zéro. Moi, je parlais pas russe. Hein. Et apprendre une langue en partant de zéro, c'est pas facile. C'est pour ça que, à ton âge, c'est hyper facile d'apprendre une langue. Après, plus tu vis, plus c'est difficile. Il faut faire les langues étrangères maintenant parce qu'après, ça devient plus dur. Et nous, il a fallu apprendre le russe de zéro jusqu'à un bon niveau. Ça, c'est difficile. Après, on a fait d'autres trucs plus marrants. On a fait des stages de survie, on a fait de la centrifugeuse, tout ça. Mais ça, moi, je trouve ça plutôt rigolo. Mais vraiment, ce qui va demander plus d'efforts, c'était d'apprendre le russe, les déclinaisons, la grammaire, etc., comme des cours à l'école, en fait. C'est Anna, c'est toi qui apprends le russe, là? J'ai l'impression que ça t'a fait quand t'es sorti dans l'espace. Je vais y arriver au fond de l'année. C'est tout, c'est Anna qui fait le russe. Alors ça se prépare très longtemps à Je confonds avec quelqu'un, là. Dans les films, on voit les mecs, quand ils mettent le scaphandre, ils sortent. C'est pas vrai, déjà 3 semaines à l'avance, on prépare les scaphandres, on prépare les équipements, etc. Après, on s'équipe le matin, on fait des paliers de décompression, etc. Quand tu sors, tu ouvres le sas de la station, et le sas de la station, pour sortir, il est vers le bas. Donc toi, tu es un peu à l'avance, tu ouvres le sas vers le bas, et là, soit il peut faire jour, soit il peut faire nuit. Parce que tu sais, la station, elle tourne autour de la Terre, éclairée par le soleil, donc soit tu es du côté ensoleillé, il fait jour, soit tu es du côté, tu es à l'ombre de la Terre, il fait nuit. Des fois, tu ne sais pas trop, donc tu ouvres, soit tu vois la Terre en dessous avec un vide de 400 km, et là tu te dis ouais, ok, et il faut partir la tête la première en fait. Il faut partir la tête la première, faire une espèce de roulade, et puis se rétablir comme ça. Donc tu pars la tête la première, tu fais un truc, tu t'accroches, et là tu regardes, et tu as les pieds dans le vide, et il y a 400 km de vide. Tu t'accroches une longue, et ça c'est comme en escalade, mais on ne fera pas toujours pareil. Mais bizarrement, moi je trouve que de nuit, c'est encore pire. Parce que de nuit, tu ouvres et il n'y a rien, une espèce de gros trou noir. Tu sais qu'il y a un vide immense et tu ne le vois même pas. Donc à la limite, il vaut mieux le voir. Donc au début, c'est super impressionnant. Et puis après, il faut apprendre à ton cerveau, tu ne vas pas tomber. Parce que tu sais, nous on est câblés pour la vie sociale. La vie sociale, si tu as des difficultés, tu tombes. Ton cerveau, il te dit au début en permanence, pendant la sortie des extravéhiculaires, il dit warning, warning, warning. Il dit il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas, il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas. Il faut lui apprendre que ça va bien se passer. Donc, ce que tu fais au début, tu mets une longe et puis tu lâches. Tu lâches, et là, je pense que là, ça fait super peur. Parce que là, tu t'éloignes, et tu vois la station qui s'éloigne, et tu tombes, et puis jusqu'à ce que la longe, elle se tende un peu, et là, ça te ramène, et tu rapproches la station, tu as le cœur à 250 à l'heure, mais au moins, ton cerveau a un peu compris. Si ce n'était pas ça, pendant toute la sortie extravéhiculaire, tu vas te cramponner. Et une sortie extravéhiculaire, ça veut dire 6 ou 7 heures, jusqu'à la fin on est pressurisé, donc c'est comme quand tu souffles dans un gant, tu souffles dans un gant, c'est une voie tendue. Chaque fois que nous on veut fermer la main, c'est comme si on écrasait, il faut lutter contre le scaphandre, c'est comme si on écrasait une balle de tennis, tu sais.
c'est hyper fatigant. Si tu fais toute la soirée, la sortie, en étant cramponné, tu vas être trop fatigué. Donc, tu vois, c'est très important, mais Comment vous prenez la douche? Comment vous prenez la douche? alors, comment on prend la douche? Comment tu penses qu'on prend la douche? On n'a pas d'eau, tu sais, dans la station spatiale, il n'y a pas d'eau courante. L'eau, t'imagines, les gouttes, ça tombe pas, ça vole, ça va se mettre n'importe où. Ce serait pas génial. On n'a pas de douche, on se lave avec des lingettes. On a des lingettes, bon, je vais pas réfléchir les yeux, je vais te gros sale. On se lave avec comme des lingettes pour bébé. Non, ça lave hyper bien. Ça lave hyper bien. Et on a des serviettes aussi qu'on humidifie, on met un peu de savon, on met un peu d'eau, on a des distributeurs d'eau, d'eau chaude, d'eau froide. Et puis on se lave comme ça, on se frotte. On a une serviette par semaine, à la fin de la semaine, on la jette, une grande, une petite, des petites lingettes. Et on se lave comme ça. Mais au début, tu sais, j'étais comme toi. Je me disais, oh là là, pas de douche pendant 6 mois, c'est un peu sale. Et puis, non, mes collègues en revenant, ils disaient tous qu'ils étaient propres. Et effectivement, moi j'ai pris une douche par contre en revenant assez rapidement. Hein. C'est un des premiers trucs que j'avais envie de faire. Je l'ai prise assis sur un tabouret parce que je ne pouvais pas me tenir debout en rentrant de l'espace. J'étais trop faible, j'avais trop de problèmes d'équilibre. Mais tu vois, je me disais, l'eau va couler, va être toute noire, marron, tout ça, mais pas du tout. En fait, on est hyper propre. On arrive à se laver comme ça avec des lingettes. Comment les stations spatiales, elles restent dans l'espace? Alors comment la station spatiale elle reste dans l'espace? Elle reste dans l'espace parce qu'elle tourne autour de la Terre. Elle reste dans l'espace parce qu'elle a beaucoup de vitesse. En fait, sur Terre, tu vois, si tu lances une balle de tennis, tu prends une balle de tennis, tu la lances hyper loin. Au début, elle part horizontalement, et après, elle tombe comme ça, et jusqu'à ce qu'elle touche Terre. D'accord? Si tu la lances plus fort, c'est exactement la même chose. Elle part horizontalement, et au bout d'un moment, elle tombe plus loin. Tu la lances encore plus fort, elle tombe plus loin, et ainsi de suite. Mais en fait, ce que nous on fait avec nos lanceurs, hein, avec les propulseurs spatiaux, ces grosses fusées que tu vois partout, ce qu'on fait, c'est pas tellement qu'on va haut, on va haut, mais on va surtout très très vite horizontalement. En fait, on se donne tellement de vitesse que c'est comme si tu lançais la balle de tennis tellement fort que le temps qu'elle tombe, en fait, la Terre est ronde, t'es d'accord avec moi? On est tous d'accord, en fait, là, sur Internet, on voit des trucs. Et le temps que ta balle de tennis elle tombe, la Terre, comme la Terre est ronde, la balle de tennis elle tombe autour de la Terre. Et elle ne retombera jamais par terre, il suffit juste de la lancer assez fort. Évidemment, si tu le fais ici, tu auras toujours un obstacle, c'est pour ça qu'on se met haut, ça frotte moins sur l'air. Mais en gros, c'est une question de vitesse. On va à 28 000 km/h, à 28 000 km/h, on tombe pas. Enfin, on tombe, mais on tombe autour de la Terre. On ne tombe pas vers la Terre, on tombe autour de la Terre. C'est comme si c'était une chute libre, mais qui ne s'arrête jamais. Voilà comment on fait. On va regarder. Mais en fait, est-ce qu'il fait froid dans l'espace? Alors, il fait dans le... Ben oui et non, en fait. Il fait dans l'espace quand tu es dehors. Hein. Quand tu n'es pas à l'intérieur de la station, tu sais, on a la clim, donc il fait ce qu'on veut. C'est aussi simple que ça. À l'intérieur de la station, on contrôle l'atmosphère. Hein. Tu sais, on a une atmosphère, chauffage, etc. Dehors. Dehors. Ben oui, je sais bien que c'est dehors quand tu es dehors, en fait, ça dépend si tu es au soleil ou si tu es à l'ombre. Alors dehors, il n'y a pas d'air, tu sais. Nous, ce qui nous donne froid, chaud, c'est le contact avec quelque chose de froid ou chaud. L'air, dans l'eau, tu mets dans l'eau froide, t'as froid, tu mets dans l'air chaud, t'as chaud. Mais nous, on n'a pas tout ça. C'est du vide spatial. La seule chose qui nous donne du chaud et du froid, c'est du rayonnement. C'est comme si tu mets sous une lampe, tu mets près d'une lampe, ça chauffe une lampe. Tu vois, il n'y a pas de contact, mais ça te chauffe. C'est du rayonnement. Et ben là, c'est pareil. Le soleil, il chauffe très très fort. On n'est pas protégé par l'atmosphère. Donc quand on est au soleil, on chauffe hyper fort. Et quand on est à l'ombre, on se refroidit très très vite. Donc en gros, sur la surface d'un scaphandre, d'un satellite ou d'une station spatiale, en fonction des métaux, en fonction de plein de choses, en fonction des orbites, nous on considère qu'on est à peu près à plus 150 degrés au soleil. Pardon? Ouais, plus 150 au soleil, moins 100 à l'ombre. Donc ouais, on peut mourir hyper facilement, donc j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que le scaphandre, une des fonctions du scaphandre, tu sais, quand on ne sort pas en maillot, hein, on sort en scaphandre. Et une des fonctions du scaphandre, c'est de protéger des écarts de température. Pardon? Ouais, alors déjà, il a plein de couches d'isolent, comme un gros manteau, tu vois, juste comme ça. Et à l'intérieur, on a un système de régulation thermique. On a des tuyaux en eau qui passent tout autour du corps et qui vont dans un sublimateur qui est derrière. Sans rentrer dans les détails, qui permet de contrôler la température. Donc on a une espèce de molette de température, et
et on ajuste la température suivant si tu es au soleil ou à l'ombre, tu peux avoir froid ou avoir chaud. Comment vous avez fait pour sortir de la fusée? Parce que t'es là. Comment j'ai fait pour sortir de la fusée? Eh bien écoute, quand on arrive de la station spatiale, tu vois une fusée, il y a plusieurs étages. Tu vois commencer une fusée ou pas? Si tu dis oui, parce que sinon ici les gens vont dire... il y a plusieurs étages, et nous, notre véhicule, c'est le dernier étage de la fusée. Donc une fois qu'on a utilisé les autres étages, on est lancé en orbite dans l'espace, et on est dans une petite capsule. On va dire que c'est une mini-navette spatiale. Ah, quand je suis arrivé sur Terre, au retour tu parles. Moi, j'avais pas compris ta question. Et au retour sur Terre, on descend, tu vois, par parachute. Tu vas commencer à la fin dans la capsule, et on descend sous parachute, et là, on se pose sur Terre. La capsule, souvent, elle roule un petit peu, c'est pas hyper agréable. Et après, il y a des gens qui viennent nous récupérer. Il y a des hélicoptères qui nous attendent, des espèces de véhicules 4x4. Hop, ils nous repèrent, ils viennent nous récupérer, il y a des spécialistes qui arrivent, couvrent la capsule et qui nous sortent. Mais on pourrait sortir nous-mêmes, hein, tu sais, s'il fallait. Ce serait pas super parce qu'on est un peu tout faible après 6 mois dans l'espace, mais on pourrait le faire en cas d'urgence. Si on se pose pas au bon endroit, il faut sortir tout seul. Mais là, on a des gens qui viennent nous aider, qui nous sortent, qui s'occupent de nous. Il y a des médecins même qui viennent et qui nous sortent. Je suis pas sorti en fauteuil roulant, non, je suis sorti, en fait je suis sorti, ils m'ont aidé, ils m'ont extirpé de la capsule, et après ils m'ont posé sur un fauteuil. Parce que je te dis, quand tu es tout faible et que tu as des problèmes d'équilibre, donc des fois tu as des malaises ou des nausées, les gens ne font pas très bien quand ils reviennent de l'espace au début, les premières heures. Donc ils te mettent sur un fauteuil et puis ils te laissent tranquille. Et si tu restes assis, si tu ne bouges pas trop ta tête, normalement ça va. Voilà, donc je n'étais pas sur un fauteuil roulant, mais j'étais sur un fauteuil tout court, et après ils l'ont porté. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'après ils t'emmènent dans une tente, et il y avait 4 mecs qui portaient le fauteuil, mais il y en avait un qui était beaucoup moins costaud que les 3 autres, et le fauteuil, il penchait, mais vraiment dangereusement. Il penchait très dangereusement, et il penchait de plus en plus. Et en plus, comme le terrain était un petit peu accidenté, tu sais, ça faisait un peu la balade à dos de chameau, en fait. Tu sais, ça bougeait dans tous les sens, comme ça, et le truc, je voyais que le truc penchait, et allait vraiment tomber. Donc à un moment, j'ai dit, attends, arrêtez les gars, il faut changer une roue, là, parce que ça va pas aller. Ils ont changé, et puis finalement, c'est fini. Mais toi, au début, ils disaient, non, on fait ça pour que vous veillez bien, pour pas trop vous bouger, et ils font la balade à dos de chameau. Je peux dire que c'est pas super pour la tête. Est-ce que c'est dur quand je reviens sur Terre, de reprendre son équilibre? Oui, c'est difficile au début, ouais. Alors tu sais, parce que c'est comment ça marche l'équilibre, je t'explique rapide. L'équilibre, c'est ton cerveau qui intègre différentes informations. Tes yeux, tu vois, qui te disent, ça c'est la verticale, ça c'est l'horizontale, je suis debout, je suis la tête à l'envers, tes yeux ils savent dire ça. Mais tu as aussi dans ton oreille, tu as des organes qui arrivent à te dire à peu près dans quelle position tu es. Le problème, c'est que ces organes, ils marchent sur Terre avec la gravité. Quand tu arrives dans l'espace, ils ne marchent plus. Donc ils disent n'importe quoi à ton cerveau. Et c'est ça qui rend malade en bateau. Ton cerveau, il reçoit des informations, des yeux qui disent « Ah ben on est à l'endroit ». Il reçoit des informations de ces organes-là qui disent « On est à l'envers ». Attends, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc lui, ce qu'il fait, il déroule sa checklist, tout bêtement, il dit « La première cause possible, c'est qu'on a dû manger un truc qui n'est pas bien, qui nous a empoisonné, qui dérègle un peu tout ». C'est pour ça que tu vomis quand tu es malade et quand tu as le mal des transports. Le cerveau, il dit, première cause numéro 1, on a dû manger un truc pas bon, allez, on sort tout. On sort tout, on regarde. Est-ce que ça marche? Est-ce que maintenant les 2 signaux correspondent? Ah non, ça ne marche toujours pas, on ressort tout. Et puis au bout d'un moment, il comprend que c'est pas ça le problème, et tu t'habitues. Et là, il fait des modifications dans son traitement du signal, en fait, et il dit, voilà, tiens, ce capteur-là, il a pas l'air de marcher, on l'éteint. Et quand tu reviens sur Terre, malheureusement, le truc, tu en as besoin. Mais il est éteint. Ton oreille interne, elle ne marche pas bien. Et du coup, au début, tu n'as pas le droit de monter les escaliers. Tu n'as pas le droit de conduire. On ne dit pas trop tourner la tête. Et même de marcher et de prendre un virage à 90 degrés, tu vois, tu passes au coin d'un bâtiment, au coin d'une table, comme ça, à 90 degrés. Moi, j'avais l'impression que la salle partait en salto arrière et que voilà, il fallait s'asseoir tout de suite. Ça dure pas longtemps. Ouais, j'ai pas du tout répondu à ta question. Je vois que tu as encore des éclaircissements à demander. Dis-moi. Mais quoi? Les exercices, ils sont durs pour reprendre. Ouais. Alors, oui et non, tu sais, oui, ils sont difficiles. On est sur une plateforme, on essaie de faire reprendre conscience de la verticale, de l'horizontale, etc. Mais ça se fait tout seul. Hein. Tu sais, ça se fait rien de se lever, de marcher, de promener, de tourner la tête. Si tu restes assis dans ta chaise tout le temps,
tu vas mettre très longtemps à retrouver ton équilibre. Mais il faut, un peu se botter les fesses, tu vois. Il faut essayer d'aller marcher, de dire tiens, je vais faire ça, je vais faire ça. Et après, on a des gens qui bossent avec nous, on a des kinés qui font faire des exercices, on a des coachs sportifs qui font faire des trucs avec des ballons. Au début, tu es nul parce que tu as perdu plein d'intensité, mais après, tu reviens exactement en forme, plus ou moins au niveau où tu étais avant la mission. Je crois que ça t'inquiète, hein, le côté équilibre, on peut tirer dans l'espace quand même, non, ça t'inquiète pas. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans l'espace? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'aller dans l'espace? Eh bien écoute, je sais pas, moi je trouvais ça super cool d'aller dans l'espace. Moi, quand j'étais petit, je voulais faire soit astronaute, soit Michael Jordan. Et pour Michael Jordan, j'étais clairement pas ni assez grand ni assez bon, donc il me restait astronaute. Et je sais pas, moi je trouvais ça super parce que plein de trucs. Très égoïstement, ça m'était génial. Attends, t'imagines, tu vas dans l'espace. Tu vas dans l'espace, tu vois la Terre entière de haut, tu pilotes des trucs incroyables. Et en plus, dans l'espace, c'est comme avoir des super pouvoirs. Tu voles toute la journée, tu peux déplacer des charges hyper lourdes juste comme ça avec 2 doigts. Tu vas de New York à Paris en 10 minutes, c'est complètement dingue. Attends, t'imagines le truc. Donc, personnellement, moi je trouve que c'était super. En plus, je pense que c'est quelque chose d'utile, tu vois, d'aller dans l'espace. Ça permet de faire des choses, de la recherche pour les gens, d'essayer de parler de choses positives, etc. Donc, je trouve que c'est un métier vachement positif. Pas faire juste un métier qui te fait du bien à toi, c'est bien, c'est important. Mais il faut essayer de faire un truc qui soit un peu utile. Donc, moi, je trouve que ça cochait toutes les cases. Voilà. Mais c'est pas pour le salaire, hein, je le dis tout de suite. Hein. C'est pas un métier qui nous fait pas ça pour l'argent. Faites footballeur plutôt. Est-ce que quand vous venez sur Terre, vous avez pesé une tonne? Que j'ai pesé une tonne? Non, c'est pas vrai, c'est ton père qui t'a dit ça? Non, j'ai pas. Alors, en termes scientifiquement, c'est pas vrai, je pesais pas une tonne, mais j'avais l'impression de peser une tonne. Parce que je te dis, j'avais pas senti mon poids depuis 6 mois, donc je m'étais déshabitué. Tu vois, des choses toutes bêtes. Quand je penchais la tête sur le côté, j'avais l'impression que qu'elle allait tomber, que j'allais jamais pouvoir la remonter. C'était trop dur pour les muscles parce qu'une tête d'adulte, ça pèse, j'en sais rien, 7 kilos, c'est hyper lourd. T'as pas eu avec les muscles du cou n'ont pas eu à porter ça. J'ai l'impression que ce poids, il allait m'entraîner, tu sais, comme un boulet t'entraîne au fond de l'eau, si tu t'attaches à un boulet. Donc, il ne faut pas s'attacher à un boulet d'ailleurs. Mais c'était ça, en fait, le truc. Même, tu sais, pour parler, j'arrivais pas à lever ma mâchoire et à bouger ma langue correctement. Parce que pendant 6 mois, tous ces muscles-là, on a partout, hein, vous avez marché trop facilement, c'était trop facile, tu vois. Ils n'avaient pas à se battre contre la gravité. Et là, je parlais au téléphone, et ma compagne me disait, mais tu parles super bizarrement. Et moi, je disais, mais non, mais pas du tout. Et je parlais exactement comme ça, je ne m'en rendais pas compte, mais après je lui ai dit, il a fallu se réhabituer à la vie sur Terre. Au début, tout paraissait hyper lourd. La première nuit, tu sais, pour bouger dans la station spatiale, c'est action-réaction. Si je veux me propulser par là, je pousse sur un truc, et là, je vais m'envoler dans cette direction-là. Si je veux revenir, je pousse sur un truc, et je vais m'envoler dans cette direction-là. C'est la seule manière de se déplacer. Par contre, sur Terre, ça ne marche pas bien. Le premier matin, je me levais de mon lit, et là, j'appuyais un peu comme ça, et puis il m'a fallu 5 minutes pour me rendre compte que non, ça, je n'allais pas aller bien loin en faisant comme ça. Mais la station spatiale, pendant 6 mois, je faisais ça, je me réveillais, je disais, hop, je pousse un peu, et parti. Tu vas foutre la vidéo. Ça, c'est dommage, ça m'a bien revenu. Je tourne, ça fait une demi-heure, je tourne. Tu veux parler quelle langue aussi? Oui, Alors, ça rentre. je parle français. Je parle, nous, tu sais, moi je suis dans une spatiale européenne, donc on n'a pas de pays européen. On parle beaucoup anglais, tu sais, maintenant la langue internationale c'est beaucoup l'anglais. Donc je parle français, je parle anglais. Moi j'ai étudié un petit peu et puis j'ai travaillé en Espagne aussi, donc je parlais espagnol. Là j'habite en Allemagne, on est basé en Allemagne, j'habite à Cologne en Allemagne. Je parle un peu allemand, il a fallu parler russe pour la station spatiale, donc j'ai beaucoup appris russe, j'ai parlé de russe. Et là, aujourd'hui, je commence à faire du chinois. Parce que dans le futur, on pense qu'on va collaborer avec nos homologues chinois. Donc, tu vois, je ne dis pas que j'en parle aucune de ces langues bien, mais c'est important quand même de parler les langues étrangères. Dans tous les métiers, hein, pas que astronaute. Dans tous les métiers, il faut parler des langues étrangères, c'est important. Faites-le à l'école parce que c'est un super avantage. Est-ce que vous retournerez dans l'espace? Attends, où est-ce que tu es? Ah, est-ce que je retournerai dans l'espace? Je sais pas, toi, t'aimerais bien que je retourne dans l'espace?
Moi, je s'en fous. Oui. Bah écoute, je te remercie de ta solidarité, mais je sais pas si je retournerai dans l'espace. Je vais pas te faire une réponse trop compliquée, mais tu sais, nous on a été recrutés pour faire face aux besoins. C'est un peu comme quand tu es militaire, tu sais. Quand tu es militaire, tu es recruté, tu t'entraînes, et puis s'il y a la guerre, tu y vas. S'il n'y a pas la guerre, tu y vas pas. Bah, nous, c'est un peu pareil, c'est un peu positif quand on nous demande d'y aller, mais tu n'es jamais sûr de ce qui va se passer dans le futur. On espère, on parlait tout à l'heure, sans rentrer dans le détail, la France fait beaucoup de choses dans le spatial, c'est très active, on a un programme spatial dynamique, on peut penser que peut-être j'ai une chance d'y retourner, mais tu sais, si en descendant les marches, où je me blesse, ben, malheureusement, peut-être que je ne retournerai jamais, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans le spatial. Qu'est-ce que vous faites pendant les 6 mois à la station internationale? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, on regarde par la fenêtre, on prend des douches, qu'est-ce qu'on fait? On bosse, on fait beaucoup de recherches. En fait, la station spatiale, c'est un laboratoire scientifique. Donc on a des équipements de recherche dans plein de domaines différents. Et en fait, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est des expériences scientifiques. On ne les a pas inventées, hein, c'est des gens sur Terre qui les inventent. Et nous, on est là pour les réaliser. Donc ça peut être en biologie, en physique des fluides, en sciences des matériaux, en médecine. On fait plein d'expériences différentes. Et puis le reste du temps, on s'occupe de la station spatiale, c'est comme un bateau, hein, tu sais, le milieu il est un peu difficile, il faut l'entretenir, il faut la rénover, il faut changer des pièces, il faut s'en occuper. Et puis on fait aussi 2h30 de sport par jour, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est pour ne pas perdre trop de masse musculaire et de masse osseuse, sinon on reviendrait sur Terre, on serait carrément légumes. Donc tu vois, tout ça, ça fait des longues journées en fait. On travaille de 7h30 du matin à 8h du soir, à peu près tous les jours, sauf le dimanche, sinon on ne travaille pas, sauf le sport. Et le samedi matin, on fait le ménage. Tous les samedis matin, la station spatiale, c'est grand ménage. Comme sur un bateau, on brique tout, pas à l'extérieur évidemment, mais à l'intérieur, on nettoie tout pour que ça reste propre. Qu'est-ce que vous faites maintenant quand vous n'êtes pas sur l'espace? Alors, maintenant, quand je ne suis pas sur l'espace, moi, je suis employé par l'Agence spatiale européenne, on l'a dit tout à l'heure. Quand tu n'es pas dans l'espace, il y a plein de trucs à faire au sol pour faire en sorte que le système marche. Moi, je travaille dans les centres de contrôle. Tu vois ce que c'est un centre de contrôle? C'est là où les mecs sont assis dans plein d'écran. Et ça permet de contrôler, donc il y a des commandes pour voir des résultats de la station. Nous, on parle à la radio. Je dois jamais me craquer d'un coup. C'est extrêmement douloureux. La 310, c'est Roger de l'espace qui fait du vol parabolique. C'est un avion auquel on fait des trajectoires qui, à l'intérieur de l'avion, recrée l'impesanteur. En fait. À l'intérieur de cet avion, tu peux flotter comme les astronautes pendant 20 secondes, 30 fois de suite. Et ça, ça sert essentiellement à la recherche scientifique. Moi, je suis les 7 personnes en France, même en Europe, qui sont qualifiées pour faire ce genre de vol. Donc ça se passe juste à côté, chez Novespace. Je fais ça, j'ai des tâches techniques. De temps en temps, je suis en France, tu sais, pour raconter un peu cette mission, pour parler de l'environnement, pour faire des choses comme ça, pour rencontrer des gens qui ont des questions à poser, tu vois, comme aujourd'hui. Et puis le reste du temps, c'est ce que je fais, le reste du temps, je suis en vacances. Parce que depuis 2009, j'ai commencé à l'Agence spatiale européenne, j'ai presque pas eu de vacances du tout. Et là, quand je suis revenu de l'espace, j'ai reçu un email des ressources humaines, je ne sais pas ce que c'est les ressources humaines, mais tu sauras rapidement, très bien. Et qui m'ont dit, Thomas, il faut absolument prendre 145 jours de vacances avant la fin du mois de juin. Et moi, avant la fin du mois de juin, il y a 63 jours de travail. Donc ça ne va pas être tellement facile. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu peux, mais c'est des vacances. Donc je suis en vacances presque une semaine par mois. Alors maintenant, on va avoir la dernière question avant de décerner le vainqueur de ce trophée. Voilà. Parmi les nombreuses questions que l'homme se pose sur l'univers, il était offert de connaître la résolution d'un de ces mystères, lequel serait-ce? On a perdu tout le monde. Attends, de quel mystère tu parles? Les mystères sur l'univers. Les mystères sur l'univers, rien que ça. Il y en a un sacré paquet des mystères sur l'univers comme ça, on sait peu de choses en fait. Non, moi ce qui m'intéresserait, c'est de savoir d'où sont venus, tu sais, pour la création de la vie sur Terre, c'est à peu près ce qu'il fallait au début comme molécules. On sait, on parle de, t'as déjà entendu l'expression soupe originelle, on sait que ces molécules sont retrouvées dans une espèce de soupe
de composer à base d'eau, et ça a commencé à faire des organismes vivants, etc. Donc on sait à peu près l'histoire à partir de là. On n'a aucune idée d'où sont venues en fait ces molécules, d'où vient vraiment la vie sur Terre. On ne sait pas. On sait expliquer à partir du moment où ça commence l'évolution. Ça, on sait faire, mais on ne sait pas d'où c'est venu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a envie d'aller vers Mars. Tu sais, on ne va pas vers Mars pour monter des drapeaux, mais on va vers Mars parce qu'on essaie de répondre à ces questions. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est vraiment d'où la vie est venue, d'où elles sont venues, ces molécules. Et puis, est-ce qu'on peut remonter encore plus loin, voir ce qu'il y avait avant. C'est ça qui est passionnant, de savoir un peu d'où on vient. On est tous là, mais tu peux vraiment te poser la question du sens de l'existence. D'où on arrive, d'où on est allé, enfin d'où on est arrivé, où est-ce qu'on va. C'est quand même des questions un peu fondamentales. Tout le monde a ça au fond de lui. Donc aller vers Mars et répondre à ces questions-là, je pense que ce sera l'aventure scientifique ultime. Je crois qu'on peut applaudir. Et à son retour. Alors maintenant, on va pouvoir décerner le prix aux gagnants de cette année. Donc, vont arriver des personnes du jury avec les résultats. Voilà. Et puis après, surtout personne ne bouge. Voilà. Parce qu'on va essayer de prendre une photo avec Thomas. Donc, on vous demandera juste le micro de tourner sans bouger. Parce que la caméra va se mettre par là. Donc, on va faire une grande photo de nous tous avec Thomas et puis on